Dans cette partie, nous allons voir l'histoire de l'aviation. Depuis toujours, l'homme s'intéresse à la capacité de voler. Dans l'Antiquité, les Égyptiens ont créé l'oiseau de Saqqara. Les scientifiques ont découvert que cet oiseau était plus qu'une simple maquette. Sa queue reprend les principes de l'aviation moderne, puisqu'elle pourrait représenter ce qu'on appelle aujourd'hui la dérive, qui permet un contrôle une fois en l'air. Même si certains aujourd'hui remettent en doute la théorie sur cet oiseau, puisqu'il ne serait pas assez adapté au vol. On retrouve également une trace de la passion du vol au début du XVIe siècle avec cette étude de la machine volante des Léonard de Vinci, que l'on peut voir en fond, et ici on peut voir Léonard de Vinci. Mais au XVIIe siècle, Robert Hooke, un mathématicien anglais, remettra en cause qu'il est impossible de voler sans assistance d'un moteur artificiel et que l'humain n'est pas en capacité de voler. Le premier vol avec un contrôle de la trajectoire a été effectué en 1891 par Otto Lilienthal, alors que le premier vol sur une machine volante pilotée par gouverne a été réalisé par les frères Wright en 1902. Le premier vol motorisé contrôlé a eu lieu le 17 décembre 1903 sur le White Flyer des frères Wright. Orville Wright vola sur 284 mètres pendant 59 secondes, ce qui correspond à une vitesse de 17,33 km/h. Ce vol est contesté puisque deux hommes reprochent aux frères d'avoir utilisé un rail au sol et une catapulte pour le décollage de l'avion, puisque celui-ci était dépourvu de roues, ainsi que le vent ne permettait pas au moteur de faible puissance de faire décoller cet appareil. En 1905, les inventeurs ont réalisé un autre vol en l'absence de spectateurs pour préserver le secret de leur création. Malheureusement, cela leur a apporté une mauvaise publicité, puisque personne n'avait pu voir ce qui s'était passé ce jour-là. Donc là, on va voir les différentes forces qui s'appliquent à un avion pendant qu'il est en vol. Lorsqu'il vole, un avion est soumis à quatre forces: la traction, la portance, le poids et la traînée. Le poids, c'est comme tous les corps, il est soumis à la gravité avec sa masse qui le conduit à être attiré vers le sol. La traction ou la poussée, si c'est des réacteurs, c'est une force qui l'envoie vers l'avant. La portance, donc, elle est perpendiculaire au mouvement de l'avion et elle va vers le haut. Et la traînée, donc, qui est qui retient l'avion par l'arrière. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la portance. La force qui nous intéressait le plus, nous, c'est la portance, donc qui permet aux avions, qui sont pourtant bien plus lourds que l'air, de se maintenir en vol. Donc la portance, c'est une force qui s'exerce perpendiculairement au mouvement, donc globalement verticale, même si quand l'avion ne sera pas parallèle au sol, elle ne sera pas exactement verticale, mais elle reste globalement dirigée vers le haut. Et donc cette portance, elle est créée par la forme de l'aile. Si on avait une aile plate, eh bien la déviation d'air serait telle que on ne pourrait pas avoir une portance qui permet de faire voler un avion. Et du coup, on forme les ailes pour que elles soient courbées par le dessous, ce qui fait que l'air est dévié vers en bas. Et la face d'au-dessus crée l'effet Coanda, donc qui permet à l'air de coller entre guillemets au profil de l'aile et à être dévié également vers le bas, ce qui permet donc de créer la force vers le haut et de permettre à l'avion de voler. Les moteurs d'un avion, qui sont situés sous les ailes, consistent à créer la poussée de l'avion lors du vol. Elle est générée grâce au phénomène d'action-réaction de la troisième loi de Newton. Elle dit que tout objet qui exerce une force subit une réaction en sens inverse. Un moteur d'avion de ligne, standard, est composé de trois éléments. Tout d'abord, la première partie est appelée compresseur. Il est composé de disques et d'ailettes. Il permet d'aspirer de l'air en permanence pour alimenter le moteur. L'air est comprimé jusqu'à atteindre une forte pression, puis injecté dans la chambre de combustion. La chambre de combustion est donc la deuxième partie. Elle injecte du kérosène dans l'air, crée une étincelle et le mélange s'enflamme. Les gaz se dilatent puis sont expulsés, d'autant plus que le réacteur se rétrécit à l'extrémité pour accélérer encore plus les gaz. L'action de l'expulsion crée donc une réaction qui pousse l'avion en avant. Entre les deux parties, l'air passe de 0,75 bar à 35 bars. En sortant du réacteur, les gaz entraînent une turbine qui fait tourner le compresseur pour un mouvement continu du moteur. Mais les avions de ligne, eux, sont différents. Ils n'ont pas besoin d'aller vite, mais il faut qu'ils volent longtemps, donc ils doivent économiser leur carburant.
Une plus grande hélice appelée soufflante est installée devant les disques du compresseur. Elle est entraînée par la turbine. La soufflante fait rentrer encore plus d'air dans le moteur et l'accélère. De l'air circule entre le bloc moteur et les parois de la nacelle qui enveloppent les réacteurs. Il n'y a pas de combustion, l'air est seulement accéléré, puis expulsé, ce qui crée donc ce phénomène d'action-réaction. Ce flux fournit 80% de la poussée. Il existe toutes sortes d'avions avec des taux de pollution qui sont très variables. Nous avons donc mis en place une échelle qui nous permet de voir que donc l'un des avions les plus polluants, c'est l'avion de ligne Airbus A380. Depuis des années, nous cherchons à inventer un avion avec beaucoup moins de pollution, et donc nous pouvons voir tout en haut de cette échelle le Sir Impulse qui ne pollue aucunement. Nous allons donc d'abord étudier l'Airbus A380. Cet avion a certains avantages. Il peut transporter près de 850 passagers et parcourir de très longues distances rapidement. Mais il a aussi de nombreux inconvénients. Il consomme 2,9 litres de carburant pour 100 km par passager, soit 2473,7 litres de kérosène pour 100 km pour un avion plein. Il pollue donc énormément. Puis c'est également un avion très bruyant. Il coûte également cher à la fabrication, 250 millions de dollars, soit environ 202 millions d'euros. Ensuite, le Solar Impulse, cet avion est l'opposé d'un avion de ligne. Il ne peut transporter que 2 personnes par voyage et à une vitesse avoisinant les 90 km/h de jour et 60 km/h de nuit, contre 903 km/h de croisière pour l'A380. Mais en revanche, étant donné que ses moteurs sont électriques, il est peu bruyant et sans aucune pollution. Hélas, la technologie de l'énergie solaire n'a pas perduré, car le Solar Impulse, qui pèse 1600 kg, a besoin de 200 m² de cellules photovoltaïques réparties sur des ailes de 63 mètres d'envergure. En transposant ces données sur un Airbus A340, l'avion, 250 fois plus lourd que le Solar Impulse, aurait besoin de 50 000 m² de cellules photovoltaïques pour se déplacer, soit l'équivalent de 7 terrains de foot. Il est donc impossible pour un avion de ligne de voler avec seulement des panneaux photovoltaïques. Mais il existe aussi d'autres alternatives qui permettent de réduire la pollution, comme les moteurs électriques dans les trains d'atterrissage des avions. Cela a tout d'abord pour but de permettre à l'avion de se déplacer dans le terminal de l'aéroport sans avoir les moteurs allumés. Et cela apporte aussi un avantage sonore, car comme ce sont des moteurs électriques, le bruit dans les aéroports serait considérablement réduit, ce qui serait avantageux pour les alentours et les personnes présentes à l'intérieur de l'aéroport. Les chercheurs de chez Safran sont également en train de mettre au point un nouveau moteur, permettant la réduction de pollution. Il fonctionne de la manière suivante. Deux hélices tournant en sens contraire grâce à la vitesse de l'avion ont pour but d'augmenter la quantité d'air froid brassé qui, comme vu auparavant avec la soufflante des moteurs d'avion de ligne, génère la majeure partie de la poussée. Cela permet à l'avion d'avoir une vitesse plus importante, sans consommer plus de carburant. Il est donc allégé car le carénage où était la soufflante est enlevé, et permet, statistiquement, une économie de carburant entre 25 et 30%. Les biocarburants sont aussi un moyen de réduire la pollution. Il existe différents types de biocarburants. Tout d'abord, les biocarburants dits de première génération. Ce sont ceux à base d'huile de tournesol, de colza, de soja ou bien à base de sucre ou de céréales. Puis il y a les carburants dits de deuxième génération. Ils sont issus de la biomasse qui est formée par des eaux usées, des résidus industriels, etc. Enfin, les carburants dits de troisième génération, qui sont à base de micro-organismes comme des algues ou des bactéries. Le Progress Eagle pourrait être l'avion qui résoudra ces problèmes de développement durable, car il fonctionne 100% avec des énergies renouvelables, principalement l'hydrogène. Il est grand, il est spacieux, et c'est un avion de ligne classique. Néanmoins, ça reste le projet d'un designer, et les gens, des ingénieurs, etc., ont considéré que ça resterait pour toujours un simple projet. En conclusion, la production aéronautique est sans cesse transformée par les contraintes liées au développement durable à différents niveaux qui peuvent aller donc d'un petit changement comme des moteurs électriques dans les roues ou un changement total de l'avion. L'innovation dans ce domaine ne cessera jamais d'évoluer jusqu'à ce qu'on obtienne un avion qui sera idéal.